merci à tous et à toutes pour votre participation à ce webinaire, donc qui est officiellement, qui matérialise le lancement de la version 25.05, donc de Même Courrier. Donc la version de notre logiciel de gestion électronique des correspondances. Alors ce webinaire va s'articuler, comme vous avez vu dans l'invitation, en trois parties. Donc une présentation rapide de la société. Surtout, j'ai envie de vous parler de l'engagement de la société en travers notamment les actions bénéfiques pour notre environnement, donc tout ce qui est aujourd'hui sobriété et autres, dans laquelle la société s'est engagée. Je pense que c'est aujourd'hui plutôt une vocation assez vertueuse. Et ensuite passer directement à Même Courrier, la genèse du projet de cette version 25.05, qui a aussi été le point de lancement d'une nouvelle charte graphique, le rebranding un petit peu de notre marque et de nos couleurs, que vous voyez déjà apparaître dans cette présentation, pour ceux qui nous connaissent un petit peu. Enfin, donc, les fonctionnalités clés de cette version, donc, qui sont listées ici. Il y en a bien d'autres, mais les plus visibles en tout cas, ce qui amène quelques fonctions parfois un peu disruptives. La roadmap est bien évidemment le jeu des questions-réponses. On essaie de se limiter à trois quarts d'heure, une heure, hein. Tout le monde est occupé, donc on va essayer de faire concis et surtout efficace. Alors Edicium, pour ceux qui nous connaissent pas, donc c'est une société qui vient du monde de l'intégration. Historiquement, donc avec maintenant un métier d'éditeur, notre expertise s'articule sur trois piliers. Je dis bien trois, il n'y en a pas quatre, hein. C'est tout ce qui est capture de contenu, l'acquisition de documents au sens large, et puis bien évidemment tout ce qui est diffusion des documents entrant, sortant et circulant. Euh, qui donc matérialise la gestion électronique des courriers en ce qui nous concerne. La société a été créée en 2009, le siège social est à Carpentras, dans le sud de la France, où on profite aujourd'hui d'une superbe journée. C'est la première de l'année, je vous rassure, pour ceux qui n'ont pas cette chance-là. On se veut comme une structure extrêmement agile, des consultants qui se complètent, et on a une société avec un très 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 faible turnover, donc ça veut dire des gens qui sont habitués à travailler ensemble, et puis surtout une démarche basée sur l'accompagnement, une proximité que l'on veut à la fois géographique quand c'est possible, mais professionnelle, grâce à travers notamment d'une offre très élaborée et qualitative, qui fait aujourd'hui une des différences majeures de la société. On a à peu près 250 clients, 7000 utilisateurs de nos solutions dans le cloud, et la société aujourd'hui compte 25 collaborateurs, dont un tiers des effectifs dédiés à la R&D. On fait entre 25 et 35 projets annuels de cette nature en gestion électronique documentaire à travers nos produits, que ce soit en déploiement, intégration et développement. Je vous parlais tout à l'heure d'une société engagée. Effectivement, Edicium, ça a aussi un effet de bord avec tout ce qui est lié à l'intelligence artificielle dont on parle beaucoup en ce moment. Edicium s'est engagé dans une démarche qui s'appelle Cadre Ambition. C'est un dispositif qui est porté par la région Sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur, dans laquelle on est bien évidemment, c'est la région haute de la société. C'est un dossier qui nous a permis donc d'être accompagnés dans la durée parce que on est une société créatrice d'emplois, mais aussi impliqué fortement dans la transition écologique. Ce dossier a été validé en 2024, ce qui nous a donné un diagnostic, surtout un plan d'action sur 3 ans, dont on doit s'y tenir et bien sûr accompagner avec des finances si nécessaire. Et ensuite, on a réalisé notre bilan carbone sur l'année fiscale 2023. Alors pour ceux qui connaissent un petit peu, hein, c'est un petit peu on va chercher à identifier toutes les molécules de gaz à effet de serre que l'on émet dans une activité. Et dans l'activité aujourd'hui qui est la nôtre, 40% de nos émissions sont issues en fait, du sourcing et en particulier l'usage de nos logiciels. Donc quand on dit qu'on a généré 71 tonnes de CO2 sur l'année fiscale 2023, 40% de ces 71 tonnes sont donc issues, en gros, hein, pour faire simple, des serveurs et de la consommation de tout ce qui est infrastructure informatique de nos logiciels. Alors je pense que c'est plus ou moins général hein, pour les sociétés qui sont identiques à notre métier, mais ça nous en a fait prendre conscience. Tout ça pour essayer d'avoir aussi une démarche, notamment dans l'IA, assez raisonnable et de chercher plutôt des technologies frugales. On va y revenir. Notre métier, notre offre, elle s'articule sur 3 piliers. Le premier, donc, c'est une technologie de data capture qui s'appelle Open Capture,
qui permet donc tout ce qui est extraction de contenu, avec aussi également de l'IA pour essayer de faciliter tous ces processus d'extraction, que ce soit les contenus numériques bien sûr, ou des contenus analogiques, j'entends par là le papier numérisé, qui va donc être ensuite déversé dans des solutions métiers. La première, hein, qui va être nourrie par Open Capture, c'est donc MemCourrier, qui va donc être notre gestion électronique des correspondances. On a toujours un troisième pilier à notre offre qui est la partie approche prestation, grâce donc à un métier basé sur la compréhension et la modélisation des processus métiers à travers donc les workflows entre autres, mais aussi toute l'appréhension qui va autour. MemCourrier, donc c'est une solution complète de gestion électronique de correspondance qui va vous permettre de réaliser ces 4 fonctions fondamentales, qui est l'intégration de tout type de fonds documentaires, hein, que ce soit de la saisine par voie électronique ou bien que ce soit directement la diffusion par d'autres canaux. Ensuite, la diffusion de ces canaux dans directement les différents services d'une collectivité ou d'une structure publique, quelle qu'elle soit. Enfin, tout ce qui est collaboratif avec la participation au projet de réponse et bien sûr, tout ce qui est circuit de visa et de signature qui permettent donc d'introduire tout cela dans des circuits d'approbation. Si on fait le pendant avec Open Capture, donc la solution de capture de contenu, ça va être basé sur 3 fonctions fondamentales: la capture, le tri, l'extraction, le contrôle et l'export. Donc capture à partir de toutes les sources de diffusion de contenu, hein, scanner, dépôt, tout ce qui est API et autres. Ensuite, l'extraction, de plus en plus maintenant avec l'intégration de modèles préentraînés, hein, qui sont basés sur de l'IA. Ensuite, le contrôle par vidéocodage, hein, on n'empêchera jamais le contrôle, hein, même si on a des technologies de plus en plus fiables. Et ensuite, l'export vers les tiers logiciels de GED ou des applications métiers. Voilà, donc si on imbrique ces 2 technologies, on a donc ici les canaux d'acquisition des contenus qui vont être intégrés à travers donc les différents modules d'Open Capture, qui est la brique principale d'acquisition. Et tout ça va être versé dans les vannettes du logiciel MemCourrier à travers donc les différents canaux. Pour précision, tous nos produits, technologies sont diffusés sous licence GPL-GNU. Donc, il n'y a pas de version entreprise, hein, tout est diffusé avec son code source en temps réel, hein, j'entends bien, c'est-à-dire que le code est diffusé immédiatement après la sortie de la version. Vous pouvez trouver disponible aujourd'hui MemCourrier 25.05 sur notre dépôt Git, que vous trouverez assez facilement à travers notre site web par exemple. Et donc, il n'y a pas d'autre modèle économique que celui de l'open source. On vient maintenant à MemCourrier 25.05, qui est un petit peu le cœur de la présentation d'aujourd'hui. Donc MemCourrier 25.05, donc pourquoi 25.05? Déjà, ça veut dire le mois et l'année de sortie, comme ça a toujours été le cas des logiciels que l'on distribue et que l'on édite aujourd'hui. Pour faire simple. Ensuite, la genèse de ce projet-là, ben, ça a été au départ une version un peu hybride entre la 23 et la précédente, qu'on appelait la Next Gen, qui a introduit fortement les préceptes de l'intelligence artificielle qui avaient nécessité déjà pas mal de travail et pour intégrer, comprendre déjà, appréhender ces technologies à travers différents programmes. Et ensuite, donc, la version 25.05 qui a été lancée donc, ce mois-ci, qui vient confirmer ces orientations et surtout donc être déployée maintenant massivement avec un temps d'investissement qui n'est pas neutre. Alors l'intelligence artificielle, c'est un peu le sujet du moment, on s'y intéresse depuis plusieurs années. Ça faisait maintenant 3-4 ans qu'on avait entamé le process. On s'est vite aperçu, et à travers notamment l'approche éco-responsable dont je vous ai parlé tout à l'heure, que l'IA, l'intelligence artificielle, était quand même très chronophage, très énergivore en particulier, et que on ne voulait pas gâcher tout cela, tous les efforts que l'on a fait par une démarche un peu cavalière, sans se poser réellement la question de ce qu'il y avait derrière. Donc, vous avez tous entendu parler des différents reportages que l'on a vus ces derniers temps, où on s'aperçoit qu'en fait, on est en train de se poser des grosses questions, parce que l'enjeu énergétique autour de tout ça est quand même important, et donc il a fallu qu'on ait une approche un peu différente. Et en tout cas, je pense que c'est en train de payer là-dessus, puisqu'on a même entamé, grâce à un financement qui vient donc d'un fonds spécifique, un programme de recherche, et donc avec un programme sur 3 ans qui est une thèse CIFRE,
qui va donc essentiellement être axé sur la frugalité de l'intelligence artificielle. Donc on va être partenaire de cette thèse en intégrant ce doctorant dans le programme de recherche de Même Courrier. Pour revenir donc sur le sujet principal, le colloque IA for Humanity de 2018 avait été présidé par notre président Macron. Il avait annoncé déjà que la puissance publique devait se doter de l'intelligence artificielle, et pour cela, il avait énuméré, ou du moins dans le rapport officiel de ce colloque, qu'il y avait 4 grands axes de développement de l'IA dans les collectivités, globalement dans le service public. Donc en toute modestie, nous, on s'est intéressé au premier, je vous laisse voir les autres, qui est essentiellement l'automatisation des processus administratifs, c'est-à-dire essayer d'automatiser tout ce qui peut l'être, bien évidemment sans empêcher le contrôle, hein, pour que les agents restent toujours maîtres de ce qu'ils font avec. Et puis, le deuxième axe, c'était l'interaction avec le citoyen ou l'agent public, passer du chatbot basique, hein, maintenant ce qu'on appelle l'agent conversationnel. Donc on y est allé là-dessus avec notamment la partie classification et automatisation de la diffusion des courriers, avec donc une IA qui va être basée donc, sur un transformer, hein, techniquement, qui va permettre, grâce au contexte du courrier, des métadonnées, du contenu, du ton, de la sémantique, tout ce qui peut avoir, hors évidemment physiquement la correspondance, hein, la façon dont elle arrive et autres, va pouvoir donc déjà préétablir des routes de diffusion automatique dans les différents services. Alors, ce retour d'expérience a été validé, hein, grâce à un client qui a décidé, enfin qui nous avait fait confiance pour bêta-tester ce premier modèle. Ce client s'appelle la ville de Berlétan. Un retour d'expérience a été fait il y a quelques semaines, hein, officiel et positif, qui permet d'avoir jusqu'à 80% d'automatisation. Alors c'est 80% signifiant qu'on a une courbe d'apprentissage pour obtenir ce résultat-là, parce qu'il faut entraîner le modèle dans le contexte, évidemment, dans lequel la solution est déployée. Une grande victoire de ça, c'est aussi on peut faire tourner ces modèles sur de la CPU. Vous savez que l'intelligence artificielle est basée sur de la GPU, c'est ce qui coûte très cher, qui est très énergivore. Donc on a réussi, grâce à un modèle très optimisé, à faire tourner ça sur de la CPU. C'est une victoire en tant que telle, puisque on se contente donc d'infrastructures classiques et de ne pas aller chercher de la ressource très énergivore à l'extérieur. Ça, c'est le premier pas. Le deuxième pas, donc, c'est d'aller un petit peu plus loin. Je vous disais dans la seconde partie des enjeux, hein, autour de l'IA dans la sphère publique, c'est d'augmenter l'interaction entre les agents et évidemment, si possible, le citoyen. Pour l'instant, nous, la gestion de courrier étant plutôt des logiciels intégrés dans le back-office de traitement des structures, on va d'abord s'intéresser à fluidifier les échanges avec les opérateurs, dans un premier temps, et ensuite les utilisateurs au sens large. Donc les opérateurs vont être aidés grâce notamment à la qualification, puisque la pierre angulaire de la gestion de courrier, c'est quand même l'enregistrement de ces courriers qui peuvent venir de multiples sources, que ce soit de la partie multicanal comme de la numérisation, et avec souvent la problématique de la qualification de l'émetteur, hein, qui sont des données souvent non structurées sur ces documents-là. Donc l'IA apporte déjà une aide concrète, que je vous montrerai tout à l'heure, à ces opérateurs. Le deuxième axe, c'est donc maintenant l'agent conversationnel qui va lui élargir le spectre, qui va notamment être une aide précieuse pour l'agent, pour l'usage au quotidien. Alors que ce soit sur des questions d'utilisation du logiciel, ou bien sur maintenant aller plus loin, c'est-à-dire générer du contenu pour répondre à un administré si on n'a pas toutes les billes, ou alors s'appuyer sur divers référentiels techniques. Ça fera partie ensuite de l'expansion de cette IA, quand on aura intégré un corpus documentaire beaucoup plus large. On va y revenir de toute façon dans la démo. Là, ce que je vous propose aussi, c'est de parler rapidement de la charte graphique. Effectivement, vous avez peut-être remarqué, pour ceux qui nous connaissent, on a un petit peu rebrandé nos couleurs. Pourquoi? Parce que l'année 2025 est une année clé pour Edicium, parce que cette nouvelle version déjà, et puis surtout, ça accompagne une dynamique, hein, une stratégie dynamique de développement, une société qui se pérennise, et puis surtout simplifier. Vous savez qu'en communication, tout ce qui est le plus simple marche le mieux. Donc on a voulu un peu aplanir nos différents visuels, qui soient plus diffusables, mieux diffusables sur les contenus digitaux, puis transmettre aussi ces valeurs de dynamisme, de confiance et d'innovation. Donc le nouveau logo de la société, des logiciels, vous voyez là, donc l'IA, donc maintenant Serignac est devenu parfaitement identifiable dans le logiciel, ça le personnalise aussi également, et puis tout ce qui va autour, le wallpaper du logiciel, ainsi de suite.
Donc voilà, à partir d'aujourd'hui, on va adopter cette nouvelle charte, que ce soit dans les logiciels et dans le reste. On va passer maintenant aux fonctionnalités clés donc de même courrier. Je vérifie si, voilà, si tout est calme côté des personnes qui participent, pas de questions, etc., pas de personnes en difficulté, ça se passe bien. Donc les fonctionnalités clés, déjà, c'est le RGAA. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, le RGA, en fait, c'est le règlement général d'accessibilité, hein. C'est essentiellement ce référentiel est utilisé dans la sphère publique pour rendre accessibles les logiciels. Donc pour ça, il y a un référentiel avec tout un tas de thématiques obligatoires qui peuvent être la structuration du logiciel, ses menus, ses contrastes, ses couleurs, la façon de taguer des contenus, etc., pour que des personnes, par exemple, en déficience visuelle, puissent avoir accès au logiciel, etc. Donc c'est malgré tout une restructuration, alors, je dirais pas profonde, mais en tout cas sur toute la superficie, c'est-à-dire l'IHM en particulier. Il a fallu quand même beaucoup travailler sur ces contenus pour les rendre, si possible, les plus accessibles possibles, au sens, bien sûr, du RGA. Je vérifie, j'ai entendu biper, donc hein, C'est bon. tout passe bien. Cédric, Parfait. Donc, comment ça fonctionne? On utilise ensuite des logiciels, donc notamment ceux qui sont référencés par le système interministériel du logiciel libre, le SILL, donc notamment Asquatasson, qui, à travers des tests, hein, qui sont en fait un outil de testing qui va tester des pages, en l'occurrence 7 pages testées qui correspondent aux 7 pages principales du logiciel, écran d'accueil, formulaire de recherche, banette de traitement et autres, va ensuite scorer tout ça. Donc là, on arrive à un niveau de compatibilité de 99%, enfin le grade A qui correspond à 99%. Donc ça a été aussi une première on va dire, pas en avant dans la refonte un petit peu de ces IHM, même s'ils sont globalement les mêmes. Simplement, on s'aperçoit d'un certain lifting qui n'est pas que de l'esthétique, mais aussi qui correspond à un vrai besoin lié notamment à l'accessibilité. On va parler maintenant de l'IA, du chatbot, hein, qui est le cœur du sujet, qui est donc cet agent virtuel qui va permettre donc au quotidien de pouvoir aider, que ce soit les opérateurs ou les agents, dans l'usage du logiciel. Alors, il faut juste que je me repère là-dessus. Clac, clac, voilà, donc on est bon. Alors, l'agent virtuel a une double fonction, hein. D'abord, la partie aide, alerte pour les opérateurs de numérisation, on va le voir, donc qui interpelle en fait les agents pour les aider à qualifier des courriers. Alors ça, évidemment, va beaucoup fiabiliser notamment la qualification et qui fonctionne aussi notamment sur les écritures cursives, quand elles sont bien formées, bien sûr, hein. C'est pas non plus magique, hein. Le magiciel, on n'en fabrique pas. Il faut qu'on soit aussi pragmatique. Donc on arrive quand même à avoir des résultats qui fonctionnent assez bien et je vais vous montrer comment ça se passe derrière. Et ensuite, c'est plutôt l'aide à l'usage. Donc pour ça, on va utiliser un corpus documentaire. Ce corpus documentaire, c'est de la production maison. On n'est pas allé chercher des choses au-delà de ce qu'on nous on a produit. Donc on a notamment indexé toute notre chaîne vidéo, pour ceux qui la connaissent, qui est une chaîne vidéo qui indexe notamment ce qu'on appelle des tutoriels même courrier, qui va permettre donc d'exploiter ce contenu pour essayer de diriger les utilisateurs quand ils ont des besoins d'aide. Notre guidebook, qui est notre documentation en ligne, puis des procédures pas à pas, qui sont en fait des procédures d'usage qu'on avait créées au fur et à mesure des projets, qui sont donc tout indexées dans le corpus, plus des supports de formation également. Donc, ce qui donne une richesse vraiment centrée sur le logiciel et qui va permettre à tout utilisateur de pouvoir, qui est en difficulté d'usage, de pouvoir directement poser une question et se faire renvoyer surtout sur le contenu, que ce soit la vidéo, le PDF ou bien directement le site en ligne pour pouvoir directement trouver l'information qu'il cherche. Et bien sûr, le deuxième pendant, c'est le générateur de contenu. Là, on base sur un modèle donc, qui va permettre de créer ce qu'on appelle un RAG, hein, qui va permettre donc d'intégrer tout le contexte du courrier, alors dans un premier temps son contenu, et pouvoir à partir de là proposer des réponses si évidemment on veut les formuler. On peut les formuler de manière positive, négative, etc. Enfin, vous verrez comment ça fonctionne. Donc on y va là-dessus maintenant. Je vais vous directement passer sur le logiciel, puisque c'est un petit peu maintenant le sujet. Hop. Il faut que je passe. Hop. Je vais essayer d'enlever ma barre qui me gêne. Voilà. Ici. Donc on va. Hop, je vais enlever ça. Voilà. Donc on va passer maintenant sur le logiciel avec, dans un premier temps,
Euh, le profil d'un opérateur de numérisation classique, hein, qui est au service courrier. Il a donc un certain flux, donc notamment les premiers flux, c'est sa première banette, c'est les courriers à qualifier, tout ce qui vient notamment de sources documentaires qui ont été captées par le logiciel, donc à travers notamment la brique de data capture, open capture, ainsi de suite, et arrivent donc tel quel dans cette banette-là. Donc déjà, les courriers sont qualifiés avec notamment, on voit ici des sujets qui sont extraits plus ou moins automatiquement, d'ailleurs automatiquement sur le coup, puis des fois on voit que les sujets ne sont pas réellement probants, mais ça dépend évidemment de la qualité, on verra tout à l'heure. Et puis là, par exemple, je prends le premier courrier de la pile, qui est une demande de congé d'un agent privé par rapport notamment la naissance imminente d'une personne, va demander un congé de paternité à sa direction. Donc c'est un courrier interne qui est généré et qu'on va pouvoir analyser. Donc ici, déjà, l'IA va permettre déjà de qualifier un certain nombre de choses, et en particulier, ben, quand elle nous interpelle comme ça, c'est qu'elle a des doutes quant à notamment l'extraction des coordonnées de la personne. Donc ici, c'est une personne qui habite une certaine adresse, puis en fait, ce qui se passe, c'est que elle a un doute par rapport à un contact existant dans la base, donc on va aller voir ça. Donc on clique sur ça et on s'aperçoit simplement que cette personne, entre la dernière correspondance qui date certainement d'il y a quelque temps, et ce que l'IA a détecté, en fait, on a des divergences, notamment au niveau de l'adresse, puisque maintenant, on voit que cette personne nous écrit d'une adresse qui est au 95 boulevard Jean-Louis Passé, Amazon, donc 84 380, alors que la fiche qui était dans la base contact du logiciel faisait apparaître une adresse qui était donc à Carpentras. Donc ce que propose le logiciel ici, c'est donc de fusionner cette fiche parce que tout simplement la personne a peut-être déménagé ou écrit d'une adresse secondaire. Donc là, c'est l'instruction, bien évidemment, des informations qui vont permettre de pouvoir l'affiner. Là, on va considérer que c'est un changement d'adresse, donc on va sélectionner ce qui nous semble judicieux par rapport à la dernière correspondance envoyée. On va donc fusionner ces informations de façon à ce que la fiche contact soit à jour et donc la diffuser ensuite dans le service. Si on passe sur un autre document sur lequel l'IA peut avoir d'autres doutes, c'est par exemple ici une vérification de contact. Donc là, on est sur un cas où il n'y a pas eu d'appairage, parce que ce 06 là ou ce 07 ne correspond à rien dans la base contact, ce qui n'était pas le cas de tout à l'heure, où il y avait donc eu un appairage avec un contact existant. Donc là, il nous demande simplement d'aller vérifier ce que l'IA a extrait, donc entre ces coordonnées-là et ce que le système a extrait automatiquement. Donc on peut voir que le résultat est assez probant, fonctionne bien. Donc là, on va pouvoir simplement valider cette fiche et passer à la suivante. Voilà pour le contexte diffusion. Évidemment, donc le système a préalablement typé les courriers. Donc ça, c'est grâce à l'apprentissage au fur et à mesure, puisqu'on est sur du machine learning pur et dur. Chaque clic ici, si je réoriente cette demande plus comme une plainte, mais comme, je ne sais pas moi, un autre type de demande, le système, bien sûr, va l'apprendre. Donc il faut faire attention, plus on est précis, plus le système sera précis dans sa prédiction. Là, il a bien classé ça comme une plainte, puis surtout, il oriente ça directement vers le pôle technique, qui semble être la bonne orientation quand on est sur une demande plutôt technique de demande de réduction de vitesse sur un boulevard. Donc voilà le principe de l'IA. Donc c'est à la fois ici sur la partie prédiction et qualification, de pouvoir donc pré-remplir ces métadonnées le mieux possible, d'aller évidemment, bien sûr, pouvoir agrémenter ces informations si besoin, et d'aller surtout vérifier ce qui est un peu la pierre angulaire du logiciel, c'est-à-dire l'extraction des fiches contacts. On va maintenant passer à la seconde partie de l'IA, donc plus générative maintenant, dans le cas de traitement. Donc on va se positionner dans le cas d'une personne qui travaille aux ressources humaines. Voilà, donc elle a un certain nombre de courriers à traiter dans sa banette de traitement, notamment une candidature. Dans cette candidature, elle est agrémentée ici de différentes choses, puis surtout, elle a peut-être besoin, cette personne, avant de répondre définitivement à cette demande, éventuellement demander un avis. Alors, si l'utilisateur a un doute ou qui ne se souvient plus le modus operandi de la demande d'avis, il va pouvoir donc lui poser la question. C'est là, l'IA n'interpelle plus, mais elle devient plutôt passive et je vais pouvoir, en fait, lui poser la question, par exemple, comment faire
une demande d'avis. Voilà, donc là, Serena va indexer, va générer, puis le RAG a déjà été généré par rapport au contexte, et va donc nous proposer ici tout le modus operandi pour faire la demande d'avis. Donc aller dans la banette courrier à traiter, envoyer, sélectionner l'action, etc., etc. Puis surtout, à la fin, ce qui est intéressant, je trouve aussi, c'est de pouvoir l'imager, donc de nous renvoyer vers la source dans laquelle elle a pu trouver ça. Là, en l'occurrence, on est sur une vidéo. Donc, je vais l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre, voilà. Donc ça nous renvoie directement vers la chaîne, on va pas le défiler, mais vers la chaîne YouTube de la société, pour ceux qui connaissent, hein, qui sont des tutoriels, dans lequel on va avoir ici donc tout le modus operandi de la demande d'avis. Ça, c'est le premier point. Donc, quelle que soit la question, on va nous renvoyer vers différentes sources. Ensuite, on peut lui demander, par exemple, de lui proposer, de nous proposer en fait un projet de réponse, hein, proposer un contenu. Donc, peux-tu nous proposer une réponse, on va dire positive, en admettant que cette personne peut avoir l'opportunité de candidater, donc d'avoir potentiellement un entretien, donc pour instance positive à ce courrier. Donc là, on n'est plus dans l'annexation d'un corpus documentaire, mais simplement aller générer du contenu par rapport à le contexte de ma question, donc plutôt positive. Donc là, elle nous répond, voilà, même en nous proposant d'ailleurs de remplir la date d'entretien, le jour de l'entretien auquel on vous convie, etc. Ensuite, on pourrait lui demander d'autres choses, de nuancer cette réponse, etc., etc. Le principe, c'est de pouvoir récupérer ce contenu et d'aller ensuite faire tout ce qu'on a à faire avec, copier-coller. On va travailler ensuite, ça sera dans les futures versions hein, de mineurs, un peu plus d'intégration pour que ces automatismes soient créés automatiquement dans les projets de réponse. Parce que évidemment, la suite, c'est d'aller proposer une réponse et de la rédiger. Donc là, pareil, je peux lui dire comment faire pour rédiger maintenant. Rédiger un projet de réponse. Voilà, on le fait proprement. Hop. Et là, donc pareil, on va nous demander, enfin, ça va nous renvoyer vers les sources documentaires, que ce soit euh, ce qui est indexé, c'est-à-dire les vidéos, soit directement le guidebook. Alors, je ne sais pas quelle source là elle est allée chercher. Elle va nous le dire à la fin. Donc, on édite ça avec le logiciel en ligne, on y Office, etc. On enregistre le projet, on envoie ça dans le circuit user. Hop, voilà. Donc là, la référence, c'est donc le guidebook, c'est-à-dire donc la documentation en ligne. Voilà, le projet de réponse. Voilà pour ça. Donc, l'IA aujourd'hui donc est complètement intégrée, donc elle est visible dans tous les écrans de même courrier. Il y a un effort effectivement sur l'intégration maintenant. Il y a un peu plus de facilité pour pouvoir exploiter ce contenu, mais ça va être la prochaine étape. Et surtout, donc maintenant, on a possibilité de pouvoir l'interroger à tout moment. Voilà pour la partie IA intégrée donc dans même courrier. Je vais vous parler maintenant de la partie 365. Donc, on a voulu aussi aller un petit peu plus loin dans l'intégration de 365 et de même courrier. Donc, pour ça, on va fermer ça. Puisque l'intégration des messages électroniques dans le logiciel, aujourd'hui, se faisait par soit on crée donc ce qu'on appelait des inlets dans les applications de type Zimbra, ou bien directement dans les applications Office ou quoi, à travers des services rapides. Donc là, on a voulu aller un petit peu plus loin pour intégrer ça directement avec Office 365. 365. Donc pour ça, on a créé ici ce qu'on appelle un contexte qui va permettre directement, à partir de, que ce soit sur le client lourd ou aussi le client léger, de pouvoir créer directement ici le contexte et de pouvoir verser le mail et ses pièces jointes directement dans une chaîne d'injection de même courrier. Alors soit pour, là on a deux bannettes différentes en fait, destinatrices, ici pour le courrier, ici pour le cabinet du maire. Donc si je passe ça au service courrier avec une petite note à traiter urgent, donc là on a par exemple ici une demande
plutôt orienté vers les services techniques, hein, c'est le changement d'une ampoule dans un changement d'ampoule dans un lotissement, hein, un lampadaire qui est tombé en panne. Donc on va diriger ça à la service courrier qui va en faire suite le travail de qualification et de redirection vers le bon service. On envoie l'email directement à partir donc de l'application 365. Donc là, c'est parti avec succès dans la boîte aux lettres du service courrier. Donc on va retrouver cette demande, si tout va bien maintenant, côté de l'opérateur du service courrier, qui s'appelle donc Franck Martin. On va aller revoir ça. Dans les courriels du service à qualifier ici. Donc la demande de prise en compte d'un problème d'éclairage vient d'arriver il y a quelques secondes, elle est ici, donc parfaitement visible, ici, avec dans les pièces jointes, donc la photo qui était tout à l'heure disponible dans le logiciel. La notation avec la demande à traiter urgence qui a été intégrée directement dans le dossier. Et puis à partir de là, on va pouvoir aussi éventuellement même si c'est un peu tôt dans l'étape de traitement, on pourrait lui demander de générer une réponse par rapport à ça, orientée sur une intervention sous huitaine, etc., etc. Donc ça, c'est la partie intégration avec Mail Collect. On peut directement intégrer ça maintenant vers une autre chaîne de traitement qui peut être le cabinet, avec un message différent. Donc, par exemple, pour information, j'en sais rien, hein, imaginez quelque chose. Et l'envoyer, dans ce cas-là, c'est simplement la destination qui va changer. Donc, c'est une autre bannette qui est alimentée. Après, pour ceux qui connaissent, c'est par le jeu des statuts en particulier ou des services traitants liés à la demande. Donc là, Nathalie Portman, en l'occurrence. Et on va retrouver donc cette demande sans surprise dans, ici, la bannette donc, du cabinet du maire. Voilà. Alors, on me fait signe qu'il y a des questions. Je vais regarder si je peux directement y accéder. Alors, dans les questions, si c'est rapide, je veux bien y répondre, sinon on les regroupera à la fin, bien sûr, hein. Comment se configure la liste des chaînes de traitement? Ça paraît être groupe d'ingénieurs. Donc, pas du tout. Là, on est sur en fait, du paramétrage au niveau de la chaîne d'injection. Il y a donc un contexte qui est généré dans un fichier de configuration et l'admin va en fait parser cela et intégrer ça ensuite dans la bonne chaîne de traitement. Donc, c'est un paramétrage qui se fait côté chaîne d'injection. Oui, tout à fait, depuis Outlook Web et le client lourd, absolument. À partir du moment où l'ADIN est publié dans le contexte de 365, que ce soit client lourd ou client web, c'est la même chose. Je vais continuer, je répondrai aux autres questions hein, sur le modèle sur lequel le système s'appuie. Le module est intégré à la version Outlook Office 365. Oui, c'est ça, tout à fait. Ouais, absolument. C'est la version Outlook Office 365. Je continue sur la partie ensuite Mail Secure, donc les prochains modules, et on reviendra bien sûr sur les questions, hein, je ne les oublie pas. Donc Mail Secure, c'est un module qui permet de garantir le transport des échanges électroniques et la sobriété. Alors je vous disais tout à l'heure, on est de plus en plus sensible, la société est de plus en plus sensible à son activité hein, et de ce qu'elle produit en matière de gaz à effet de serre, et on sait tous qu'aujourd'hui les contenus électroniques explosent. Parce que notamment, et c'est une source hein, comme une autre, hein, il n'y a pas que ça, on le sait tous, mais par exemple, quand on envoie des pièces jointes à différentes personnes, notamment les personnes en copie, on va inonder de manière évidente les boîtes aux lettres de ces personnes-là, et donc ces contenus se retrouveraient piqués sur X serveurs. Donc l'idée, c'est d'aller en fait déposer les pièces jointes que l'on veut envoyer à travers le logiciel dans un espace de partage collaboratif qui n'est pas des solutions non plus exotiques, hein. C'est plutôt des solutions qu'on infogère ou du moins qui sont sous souveraineté totale, hein, notamment des solutions comme Nextcloud par exemple, qui vont permettre donc à la fois d'assurer cette sobriété dans l'échange, mais avant tout aussi de sécuriser l'envoi. Comme ça, côté back-office de l'espace collaboratif, on peut être en capacité de vérifier que la personne a éventuellement bien récupéré son contenu. Donc, comment ça se passe dans le logiciel? Donc, finalement, ça ne change rien à l'usage, puisqu'on va avoir
directement la même modus operandi que pour envoyer un mail comme on le faisait avant. Donc on se remet par exemple dans la peau de la personne qui était en charge d'envoi de courrier. Donc on va prendre par exemple ici une réponse à candidature qui avait été générée. Donc j'en ai déjà quelques-uns envoyés, j'en générerai un nouveau. Et puis donc on va ici avoir en fait une coche possible qui va permettre donc justement l'envoi à travers ce système de dépôt de pièces jointes. On va envoyer ça à moi-même pour ne pas polluer des adresses qui n'existeraient pas, mettre un petit courriel d'accompagnement. Voilà, l'objet a été tronqué, et puis j'envoie ça. Donc le mail va partir et simplement dans quelques instants, je vais le recevoir dans une boîte de réception ici, qui va me permettre donc d'aller récupérer ce contenu, non plus de l'avoir en pièce jointe, mais directement publié sur un site. Hop, ça va arriver. Là, on est sur les états. Tac, on va vérifier qu'il est bien parti. Là, ce côté-là, il est parti. Voilà. Le mail vient d'arriver, donc la direction des ressources humaines. Donc j'avais deux documents, parce que j'avais aussi le document, le projet qui n'avait pas été supprimé. Donc là, je retrouve simplement un lien qui me renvoie vers donc un espace de téléchargement collaboratif et je vais pouvoir récupérer ma pièce jointe signée si c'était ce que j'attendais, par exemple. Donc voilà pour ce module qu'on appelle MailSecure, qui était déjà présent dans la version NextGen, hein, simplement un petit peu revu sur un plan notamment de la sécurité, hein, toujours pareil, qui est un peu le maître d'œuvre, le maître mot en tout cas de tous les projets informatiques du moment. On va passer maintenant sur la partie parapheur électronique, ici, donc permet notamment, quel que soit le parapheur d'ailleurs, que ce soit un parapheur comme celui que l'on propose, hein, qui est via notre partenaire Woodflag, ou les autres parapheurs du marché, que la plupart d'entre vous utilisent. Maintenant, c'est l'intégration systématique de la fiche de liaison, qu'on appelait la fiche de liaison parapheur. En fait, il y avait un manquement dans tous ces flux qui transitaient par des systèmes externes, c'est que notamment quand un signataire devait prendre une décision de signature d'un dossier, il manquait souvent d'autres parties de l'information, puisqu'on faisait transiter certaines annotations, faisait transiter évidemment les documents signés, éventuellement les documents principaux, mais souvent il manquait un bout de tout ça, c'est-à-dire en particulier la partie euh, contexte, hein, c'est-à-dire le circuit de visa qui a été déroulé, les éventuelles annotations, les caractéristiques de tout le cheminement du courrier avant l'arrivée dans le parapheur. Donc pour ça, on a mis au point la génération systématique ou optionnelle d'ailleurs, hein, de cette fiche de liaison parapheur. Ça a été donc des développements en partie financés par nos partenaires, hein, qui ont bien voulu en financer cette partie-là. Donc on a par exemple ici où je vais directement partir aussi de la candidature qu'on avait tout à l'heure. Rédiger le projet de réponse et le soumettre au visa, ça sera, je pense, plus simple. Hop, on va donc traiter ce courrier-là. Donc on va apporter une réponse. Il est déjà là, donc ça me va très bien. Voilà le document. Voilà, donc on va utiliser ça. On va l'envoyer dans un circuit de visa. On va passer donc pas là et on va valider ça. Donc on va pas faire très compliqué. On va revenir vers la personne qui est donc le premier visant de la chaîne. Voilà, donc c'est cette candidature-là, avec ici, comme d'habitude, la vision parapheur, à gauche le courrier original, à droite le projet de réponse, et donc l'envoi dans le parapheur externe, qui est une action. À partir de ce moment-là, on va pouvoir bien évidemment intégrer le parapheur, le document principal, qui va permettre d'envoyer le dossier complet, et surtout, ici, intégrer cette fiche de liaison au parapheur, qui est pré-paramétrée, avec certains éléments qui sont directement paramétrés dans le logiciel, certains éléments ne sont pas utiles. Les sections inutiles, on va les supprimer ou pas les mettre, ou les conserver, une petite annotation, et donc envoyer ça maintenant donc, au signataire, qui va donc être Madame le maire. Donc ça part dans le parapheur, avec donc la génération préalable de cette fiche de liaison. Donc je vais quitter mon parapheur. Je vais aller donc récupérer, alors là on est sur une signature authentifiée. Pour ceux qui connaissent, donc c'est la signature qu'on appelle dite OTP, One Time Password.
hein, qui va me permettre de signer simplement avec ici donc un code à usage unique qui me sera envoyé. Donc ce parapheur externe qu'on utilise, c'est une autre partenaire qui est notamment celui que maintenant on distribue systématiquement. On va pouvoir aller consulter ce dossier et surtout les pièces jointes qui sont indispensables notamment à la signature de ce projet de réponse, notamment le courrier original certes, mais surtout un petit peu plus bas, on va retrouver là la fiche de liaison de parapheur qui permet donc de voir notamment à qui a été attribué ce courrier, quand est-ce qu'il a été visé, les éventuelles annotations s'il y en avait vu, etc., etc. Donc à partir de là, on peut prendre une décision éclairée de signature dans le cadre réservé à cet usage avec ensuite tout le processus. Donc là, on va recevoir un code à usage unique qui va me permettre de signer ce dossier définitivement. On va aller jusqu'au bout. Voilà, mon code à usage unique vient d'arriver. Je signe, donc là je suis sur une signature encore une fois authentifiée, hein, qui suffit dans nombre de cas. Ensuite je vais signer soit en mettant un petit mot, ou alors choisir une image de signature. Là, je vais mettre directement ça, ce sera simple. Je signe, le cachet est apposé et je vais pouvoir récupérer dans le même courrier le résultat de cette signature. On peut fermer, donc et dans quelques instants, mon courrier va donc être récupéré par la rédactrice, qui était donc la secrétaire des ressources humaines. Ici, dans quelques instants, donc, quand le courrier sera récupéré, il va donc passer dans la banette des courriers envoyés. Voilà, on va passer maintenant au la dernière fonction majeure, hein, de cette version MEM 25.05, donc qui est l'application M2M mobile, que je vais vous présenter. Donc là aussi, ça a été pour nous donc quelque chose d'assez nouveau, mais qui paraissait aussi indispensable d'avoir une application qui rende possible maintenant l'accessibilité de la gestion électronique de courrier avec une application qui soit le plus fluide possible. Donc pour ça, il a fallu travailler pas mal sur le contenu, je vais vous la montrer derrière. Et puis, surtout la rendre aussi téléchargeable et accessible depuis les deux principaux dépôts que sont le Google Play ou l'App Store. Donc pour ça, je vais brancher directement mon téléphone et je vais lancer l'application à partir de là. L'application est téléchargeable sur les deux dépôts principaux, hein. Vous vous connectez donc avec une URL, login et mot de passe. Donc on peut avoir aussi dans les infos de connexion, on est en arrière, voilà, possibilité aussi de se connecter via son SSO si bien sûr il est en place. Donc on est allé là jusqu'à intégrer ces protocoles de connexion. On retrouve donc un espace assez simplifié, bien évidemment, adapté au périphérique de navigation, hein, de ces devices, hein, de mobilité, que ce soit tablette ou les téléphones, avec des fonctions basiques, notamment la consultation des bannettes. Voilà, donc il se présente comme ça, avec le contenu et des actions possibles, mais pour l'instant, on l'a uniquement limité aux actions de parapheur. Donc on va retrouver ici le parapheur numérique. On avait tout à l'heure une candidature qui était en attente pour cette personne-là. Donc avec le contenu du parapheur qui s'affiche, et puis donc dans les pièces jointes et réponses, on va pouvoir afficher cette pièce jointe et puis sélectionner une action pour la signature, la visa ou l'envoyer dans le parapheur comme on vient de le faire tout à l'heure. Donc voilà, l'application est assez fluide, assez simple d'usage, c'est ce qu'on a voulu surtout, respecter une ergonomie épurée, ne pas surcharger des fonctions inutiles qui ne sont pas nécessairement pertinentes en mobilité, puisque souvent c'est plutôt un outil de consultation qui doit être assez simple. Donc après, vous allez retrouver quelques fonctions comme la délégation des bannettes, les informations personnelles, l'activation de l'absence, etc., etc. Donc voilà pour cette partie ME2M, hein, qu'on a appelée même courrier mobile. Je reviens sur le fil de la présentation. Donc là, je pense qu'on arrive au bout. Ensuite, on va accorder évidemment une large place aux questions-réponses. Je vais vous parler un petit peu de la roadmap. La roadmap, donc, qui est une feuille de route, hein, du logiciel qui nous permet aujourd'hui donc de se projeter un petit peu. Donc la roadmap même courrier, elle est basée sur différentes contributions. Vous savez que le logiciel libre, c'est un modèle économique qui permet donc une certaine agilité. C'est globalement les projets qui tractent l'évolution de cette roadmap à travers donc des financements. Donc qui rend aussi le modèle très agile, mais aussi parfois qui peut être plus ou moins aléatoire en fonction de ces financements qu'on va obtenir ou pas à travers différents projets. Donc c'est toute une
tout un équilibre à avoir, hein, tout en répondant bien évidemment aux besoins du marché. Même Courrier 25 vient de sortir. On va sortir différentes releases à partir du mois de la rentrée septembre. Là, on va stabiliser la version 25 qui va commencer à être déployée avec des clients qui sont déjà candidats. Et ensuite, on va déployer sur nos nouvelles installations progressivement différentes versions mineures, hein, qui vont intégrer notamment un peu plus d'usage et d'ergonomie dans l'interaction de l'IA. On va ensuite se projeter en avant dans une version 26 qui sortira potentiellement au mois d'octobre. Ça, c'est vraiment une date projetée, mais on va essayer de s'y tenir. Là, on va essayer d'aller plus loin dans l'intelligence artificielle, puisqu'aujourd'hui, l'idée, c'est d'apporter tous les éléments, que ce soit contextuel à un dossier, mais au-delà. Ça, je m'explique. Quand vous répondez à une candidature dans un logiciel courrier, vous avez le contexte de la demande qui va générer ce qu'on appelle le RAG, qui va permettre de générer le contenu de réponse que vous choisissez grâce à l'interaction avec l'agent conversationnel. Maintenant, si on intègre le contexte global, c'est-à-dire tout ce qui a pu être envoyé, qui est en relation avec cela, le nombre de fois que la demande a peut-être été envoyée, tout ce qui a pu être aussi intégré à travers différents portails, que ce soit des saisines par voie électronique, ou que ce soit directement dans un portail GRC qui est donc intégré à la gestion électronique de courrier, vous allez avoir un contexte beaucoup plus global et qui va permettre d'apporter plus de précision. Je rajouterai à cela tout le contexte réglementaire, que ce soit par exemple si c'est un sujet qui est juridique ou technique. Pour ça, on va peut-être s'appuyer sur des IA de partenaires, parce qu'on a vu quelques-unes qui répondent plutôt bien aux besoins, ou alors générer nous-mêmes notre RAG à partir de ces contenus-là. Donc ça, c'est des choix qu'on n'a pas encore fait. En tout cas, c'est d'aller plus loin dans la pertinence de ce que peut apporter l'IA dans le contexte de la gestion électronique des courriers. Mais attention, j'ai dit tout à l'heure, et je me suis attaché à décrire dans les valeurs de la société, c'est aussi une certaine sobriété. Il faut faire attention. Je pense qu'il y a un bon juste équilibre à avoir, apporter de l'innovation, apporter du dynamisme dans les produits, mais aussi en gardant en tête que on vit une vraie révolution, certainement l'une des plus grandes de ces 50 dernières années, avec l'apparition de l'intelligence artificielle à grande échelle. Mais il faut aussi être conscient de ce qui se passe derrière, hein. Je pense que vous en avez vu un petit peu quelques épisodes à travers les différents reportages qu'on voit sur la télévision et autres. Il ne faut pas non plus que nos efforts portés sur notamment la transition écologique qu'on est en train de faire pour essayer d'avoir une attitude sobre en visant notamment un label éco-responsable, par exemple, de tout dilapider parce qu'on veut déployer de l'IA américaine, de l'IA même française, hein, c'est pas l'enjeu, mais notamment en faisant surchauffer des data centers juste pour pouvoir aller vite, mieux et plus rapide que les autres. Donc on va le faire avec sobriété, on va le faire avec intelligence, on va le faire à travers aussi des aides. Et donc je vous ai parlé tout à l'heure d'un programme de recherche à travers une thèse de CIFRE et d'une doctorante qui va nous rejoindre pour 3 ans dans les mois à venir. Donc tout ça va être fait dans cette intelligence-là, en tout cas je le souhaite, pour garder en tête qu'Edicium est une société, une PME, hein, qui cherche à innover, qui cherche toujours à avoir une longueur d'avance, mais pas forcément sur l'aspect technologique ni le chiffre d'affaires, mais toujours dans l'équilibre de ce que peuvent apporter réellement un savoir-faire, un savoir-être, des produits juste dosés par rapport aux besoins et bien sûr un accompagnement de qualité pour pouvoir aussi développer l'acculturation de ces logiciels dans les structures dans lesquelles on développe, parce qu'on sait que ces projets ne sont pas simples non plus à mener, quel que soit d'ailleurs l'outil, hein.